Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous, vous voulez savoir, alors parlons vrai ce matin avec François-Xavier Bellamy, député européen, tête de liste Les Républicains aux élections européennes de dimanche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de revenir sur les sujets d'actualité, l'interview d'Emmanuel Macron, les commémorations du 6 juin, l'Ukraine, le Proche-Orient, l'Europe, la fin de vie, enfin, etc., etc. Dernier sondage, IFOP fiducial pour le Figaro, LCI et Sud Radio, participation en hausse à 51%. Bardella 33, Hayek 15, Glucksmann 13,5, Manon Aubry 8,5, vous êtes à 7, Maréchal 6 et Marie Toussaint 5,5. Vous stagnez, il ne vous reste plus que l'espérance. Ouais, il nous reste la liberté des Français. Vous savez, je suis bien placé pour savoir que les sondages peuvent se tromper. Je ne dis pas qu'ils vont nécessairement se tromper, mais je crois qu'ils peuvent se tromper. Et ce qui compte, c'est que aujourd'hui, les Français comprennent ce qui se joue dans cette élection européenne. Moi, je suis révolté d'entendre le président de la République qui cherche à leur raconter une histoire qui n'est pas vraie. Celle selon laquelle il n'y aurait en Europe que lui face à Madame Le Pen. C'est totalement faux. La vérité, c'est que la droite européenne, celle à laquelle j'appartiens, que je représente en France... est aussi face à Marine Le Pen ? Et face à Emmanuel Macron. Et que si on veut mettre un terme à la dérive que ce gouvernement impose à la France, y compris au plan européen, nous sommes le vrai contre-pouvoir. Nous sommes la force politique. Mais qui est votre adversaire, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ? Mais en fait, les deux, et on ne l'a jamais vu aussi bien, se soutiennent l'un l'autre aujourd'hui. Emmanuel Macron veut n'avoir que le RN face à lui, parce que c'est l'opposant qui l'arrange. Pourquoi ? Parce que le lendemain de l'élection européenne, comme ils l'ont fait pendant 5 ans, les députés du RN disparaîtront. Et la vérité, c'est que le RN a gagné la dernière élection européenne en 2019. Qu'est-ce que ça a changé pour la France ? Qu'est-ce que ça a changé pour les Français ? Il a même gagné en 2014. Ça fait 10 ans que les Français essayent le RN aux européennes, qu'ils confient à ce parti le plus grand nombre de députés européens français. En 10 ans, avec le plus grand nombre de parlementaires, ils n'auront pas déplacé une virgule dans un seul texte européen. Le vrai contre-pouvoir, c'est nous qui l'avons dans nos mains. Et c'est nous qui, demain, mènerons, comme nous l'avons fait pendant 5 ans, mais cette fois-ci, en ayant avec nous la première force politique en Europe, c'est nous qui pourrons nous battre pour faire baisser les factures d'électricité des Français. C'est nous qui nous battrons pour reconstruire nos frontières. C'est nous qui nous battrons pour soutenir notre agriculture. C'est nous qui nous battrons demain contre les projets qu'Emmanuel Macron veut imposer en Europe, le projet de faire des dettes et des impôts européens. C'est nous qui pouvons empêcher cela. Et si on veut arrêter la dérive de ce gouvernement, si on veut reprendre la main, c'est avec nous que c'est possible pour la France et pour les Français. Dès lundi, je vais revenir sur, encore une fois, l'intervention d'Emmanuel Macron hier, sur les commémorations, etc., etc., mais dès lundi commencera la campagne pour l'élection présidentielle de 2027. Ne soyons pas dupes, évidemment, les Républicains déjà divisés risquent de l'être encore plus. Déjà divisé, vous êtes divisé. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'on est divisé ? Aujourd'hui, notre famille politique n'a jamais été aussi unie. Elle n'a jamais été aussi unie. Et moi, j'ai la chance de pouvoir compter dans cette campagne sur le soutien, ils l'ont publié hier à travers une tribune qui m'a profondément touché, de 3500 élus de notre famille politique et même au-delà de notre famille politique, des parlementaires, des maires, des présidents de départements, des présidents de régions, qui aujourd'hui sont tous les jours sur le terrain pour travailler pour les Français et qui disent que nous sommes la seule équipe qui pourra représenter la France demain au Parlement européen. Cette France qui, sur le terrain, a besoin que l'Europe change de cap. Qui mieux que les maires de notre famille politique, qui mieux que connaît les Français et sait ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, je crois que nous sommes la force politique la plus unie, en réalité, la plus cohérente. Parce que regardez autour de nous, pardon de le dire, mais... Enfin, on ne va pas entrer dans vos divisions. Elles existent, vous le savez bien. Non, mais pardon. Entre députés et sénateurs, par exemple, sur de très nombreux textes. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Mais moi, je veux entrer dans ce débat. Parce que maintenant, vous n'allez pas me dire le contraire, ça c'est évident. Mais si, monsieur Bourdin, je vais vous dire le contraire. Parce que maintenant, ça suffit. Moi, j'en ai marre de la repentance. Je vais arrêter de porter toutes les fautes de l'histoire. Évidemment, la droite a une histoire. Il y a eu des déceptions. Vous en avez marre du passé. Vous en avez marre de toutes ces têtes d'affiches. Il y a eu LR qui finalement vous pourrissent la vie, quoi. Il y a eu des belles pages. Si j'ai bien compris. Il y a eu des belles pages et il y a eu des déceptions. Et j'entends ces déceptions. Mais dans cette campagne, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a une relève à droite qui veut écrire l'histoire de cette famille politique. Pas pour un parti, mais pour le pays. Parce que c'est la France qui a besoin de retrouver une véritable alternance, qui a besoin de retrouver, en effet, une
l'espérance. Et moi, je suis là pour ça. Je suis là pour montrer, et on l'a fait dans toute cette campagne, que nous ne sommes pas condamnés à vivre en permanence de cette espèce d'infernal deuxième tour de l'élection présidentielle entre M. Macron et Mme Le Pen. Et que les électeurs de droite dans ce pays, qui existent encore et qui sont majoritaires, et qui veulent des choses toutes simples, qui veulent plus d'ordre dans les rues, plus d'équilibre dans les comptes, plus d'autorité à l'école, qui veulent qu'on retrouve aujourd'hui le bon sens dont la France a besoin pour rendre la liberté à ceux qui travaillent, leur rendre le salaire auquel ils ont droit, eh bien ces Français de droite, ils ont toutes les raisons aujourd'hui de faire de cette élection européenne l'occasion de reconstruire une famille politique renouvelée, exigeante, sérieuse et unie. Oui, unie, Jean-Jacques Bourdin, pour pouvoir les représenter demain au Parlement européen, mais aussi pour pouvoir construire l'alternative dont la France a besoin. Bien, 6 juin 1944, hier, commémoration les 80 ans du débarquement en Normandie. Emmanuel Macron, à propos du sacrifice, a dit ces mots. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On y lit la grandeur d'un peuple prêt à mourir sur un sol qui n'est pas le sien pour une cause qui est la sienne. Alors, aujourd'hui, je vous pose la question, serions-nous prêts à mourir sur le sol ukrainien? La cause ukrainienne est-elle la nôtre? Ce dont Emmanuel Macron parle, c'est du sacrifice des soldats américains, canadiens, mais néo-zélandais, britanniques. L'allusion est claire. Est-ce que la cause ukrainienne est la nôtre ou pas? Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une troisième guerre mondiale. La cause ukrainienne, elle est la nôtre parce que nous défendons la démocratie, nous défendons la liberté, donc nous défendons la sécurité de l'Europe. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une troisième guerre mondiale et les Ukrainiens ne demandent pas que les soldats français aillent combattre sur le sol de leur pays. Ils demandent qu'on leur apporte des armes, des munitions, des équipements pour pouvoir mener eux-mêmes cette guerre qui leur permet de se défendre face à l'attaque de Vladimir Poutine. Il ne faut pas tout confondre. Et moi, je crois que le devoir du président de la République, c'est bien sûr d'apporter à l'Ukraine le soutien dont elle a besoin, mais c'est d'éviter l'escalade. Et quand j'entends le président de la République nous dire hier, et là, pardon, allez-y, c'est très sérieux, quand le président de la République nous dit hier, finalement, si on envoie des soldats français en Ukraine et que l'un d'entre eux est tué par la Russie, ce ne sera pas très différent de si un civil français est tué par la Russie. Je crois que le chef de l'État, qui est le chef des armées, n'a pas pris totalement la mesure de ce que signifie la confrontation ouverte entre des forces armées de nos deux pays. Ça ne s'est jamais produit pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, jamais une armée lié à l'OTAN n'a été en contact direct, en confrontation directe avec une armée. Il n'y a pas de confrontation directe aujourd'hui. Mais il faut l'éviter. Pourquoi ? Mais il faut l'éviter pour une raison très simple, c'est qu'il y a entre nos pays Emmanuel Macron une dissuasion nucléaire. A raison de fournir à l'Ukraine des Mirage 2005. Oui, pour le coup, ça fait partie de l'équipement que nous pouvons apporter aux Ukrainiens. D'autres pays le font en Europe en livrant des F-16. Je ne crois pas qu'il y avait d'ailleurs besoin de mobiliser tous les journaux télévisés du pays à 24 heures d'une élection européenne pour annoncer cette décision qui ne change pas grand-chose au fond à la doctrine jusque-là mise en œuvre pour le soutien à l'Ukraine. Est-ce que nous avons raison de former 4500 soldats ukrainiens, une brigade qui sera formée, si j'ai bien compris, parce que ce n'était pas très clair, par plusieurs pays européens, une brigade d'Ukrainiens Mais là encore, où est la nouveauté ? On forme déjà aujourd'hui les forces ukrainiennes. Sur le sol ukrainien. Mais ça, pour le coup, Emmanuel Macron ne l'a pas annoncé. Il a dit, et je ne sais pas s'il y avait à nouveau besoin d'un JT pour ça. Non, il a dit qu'on pouvait y réfléchir. Moi, je crois que c'est totalement inutile. Et c'est dangereux, encore une fois. C'est inutile parce qu'aujourd'hui, on peut tout aussi bien former les forces ukrainiennes à la limite de l'Ukraine, en Pologne, en Roumanie. C'est ce qui se fait déjà aujourd'hui. On forme aussi des Ukrainiens sur le sol français. Il n'y a pas de valeur ajoutée du point de vue militaire à faire ce travail de formation sur le sol de l'Ukraine, qui est un pays en guerre. En revanche, encore une fois, je crois qu'il faut tenir les deux bouts quand on est le chef de l'État. Il faut apporter à l'Ukraine le soutien dont elle a besoin, mais il faut garantir l'Europe de tout risque d'escalade, parce que je le redis, une confrontation entre deux puissances nucléaires, c'est un danger dont personne ne peut prédire l'issue. Volodymyr Zelensky sera à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est une ficelle un peu grosse à 3 jours des élections européennes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Manon Aubry. Vous partagez ? Bon, écoutez, je crois que l'Ukraine c'est un sujet important dans cette campagne, mais les Français, ce qui compte d'abord pour eux, c'est qu'on assure la sécurité de notre propre pays, c'est qu'on assure la sécurité des citoyens français. Le soutien à l'Ukraine, nous ne l'avons jamais discuté. Et nous avons été depuis le premier jour engagés pour dire que c'était aussi, en effet, la sécurité de l'Europe qui se jouait dans ce pays. Mais maintenant, on ne va pas passer toute cette fin de campagne à éluder les questions qui préoccupent prioritairement les Français. La montée de l'insécurité dans notre pays, le fait que l'État soit incapable aujourd'hui de faire face à la violence qui traverse notre propre territoire, le fait que
pendant cette campagne, ce qui m'aura marqué personnellement, c'est la puissance de ces mafias qui sont prêtes à défier l'État en allant jusqu'à exécuter des agents de l'administration pénitentiaire sur la voie publique en France. Voilà, c'est ça aussi le défi sécuritaire devant lequel nous sommes. C'est la déstabilisation de notre pays. Aujourd'hui encore, en Nouvelle-Calédonie, moi je voudrais parler aujourd'hui de nos compatriotes qui vivent la situation infernale créée par cette spirale de la violence en Calédonie, sur un territoire français, organisé, orchestré, soutenu par des puissances étrangères. C'est ça aussi qu'il faut évoquer si on veut prendre au sérieux la question de la sécurité de l'Europe et de la France. Vous dites, comme tous les opposants à Emmanuel Macron, il a instrumentalisé l'élection européenne. Vous le dites ou pas? Moi, est-ce que ce qui compte, ce n'est pas le fond? Mais bien sûr, mais sur le fond, encore une fois, ce qu'Emmanuel Macron raconte aux Français... Est-ce que ça va lui apporter un seul vote dimanche? En fait, Emmanuel Macron, je crois, à travers cette intervention hier, ne comptait pas particulièrement faire baisser le Rassemblement national. Au contraire, il veut le présenter comme son unique opposant. C'est aussi le sens du débat organisé par le service public entre M. Bardella et M. Attal, comme si c'était le débat auquel on était condamné pour toujours. Moi, je voudrais raconter aux Français comment ça se passe au Parlement européen. Au Parlement européen, le Rassemblement national fait partie d'un petit groupe minoritaire qui va composer, dans le meilleur des cas pour lui, 10% des parlementaires. Quand Emmanuel Macron dit que l'Europe peut mourir parce que le Rassemblement national et ses alliés pourraient bloquer le travail européen, il ment aux Français. Il les prend pour des idiots. La vérité, c'est que le vrai clivage européen, il oppose la droite et la gauche. Et ce qui fait que l'Europe est fragile aujourd'hui, ce sont les politiques menées par la gauche au cours des dernières années, avec le soutien d'Emmanuel Macron et des élus macronistes. Ils ont combattu le nucléaire, ils ont voté pour fragiliser nos frontières, ils ont voulu faire décroître la production agricole dans nos pays au nom d'une écologie complètement idéologique. C'est ça qui nous met dans le mur. Ils ont interdit le moteur thermique, nous reviendrons sur cette interdiction. Aujourd'hui, Emmanuel Macron veut créer des impôts européens. C'est ça, en fait, les vrais sujets des débats qui intéressent les Français. Alors, si ce sont les vrais sujets... Et la force qui peut faire l'alternance au Parlement européen, c'est la nôtre, c'est la droite européenne. Et certainement pas M. Bardella, qui restera marginalisé, qui restera minoritaire dans le débat européen et qui de toute façon ne fait rien et n'a rien fait pendant 10 ans. C'est ça la question d'aujourd'hui, c'est ça la question du vote du 9 juin. Oui, Van der Leyen, vous avez voté pour Van der Leyen? Non, j'ai toujours dit, M. Bardella... Il a menti? Qu'est-ce qu'il a fait, Bardella, lors du débat? Après 5 ans au Parlement européen... C'était faux, cette feuille qu'il a présentée vous concernant? Mais ça ne peut qu'être faux, puisque le vote pour le président de la Commission européenne est un vote à bulletin secret. Donc, en fait, il n'y a pas de résultat de vote. Donc, il a menti. Nous n'avons pas soutenu. Il vous a fait croire aux téléspectateurs. Il a grugé les téléspectateurs. Soit il a menti, soit lui-même n'en savait rien. Dans tous les cas, c'est inquiétant, parce qu'après 5 ans au Parlement européen, ne pas savoir comment fonctionnent les votes, c'est quand même relativement préoccupant. Voilà. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui, aujourd'hui, dans ce pays, travaillent dur et qui ont du mal à s'en sortir. Des Français qui ont travaillé toute leur vie. Et je ne voudrais pas que ces Français-là confient aujourd'hui leur colère à des élus qui ne travaillent pas. Parce que pour représenter les Français, vous savez, les Français qui bossent dans ce pays, ils savent que chaque jour est un combat. Et pour représenter ces Français, pour faire entendre leur voix, il faut être un combattant. Il faut être là matin, midi et soir sur la brèche. Il faut être là la nuit, même s'il le faut. Et c'est ce que nous avons fait pendant 5 ans. Et c'est ce que le Rassemblement national, malheureusement, n'a pas fait. Bien, Netanyahou, Benjamin Netanyahou, interlocuteur légitime, disait hier Emmanuel Macron. Vous êtes d'accord? Bien sûr, c'est un chef d'État démocratique. On peut penser ce qu'on veut de sa politique. D'ailleurs, il y a un débat démocratique en Israël, parce qu'Israël est une démocratie. Il y a des gens qui, en Israël, critiquent la politique de M. Netanyahou, mais il est le chef du gouvernement d'Israël aujourd'hui, et il est nécessaire, bien sûr, de discuter avec lui. Bien. François-Xavier Bellamy, vous parliez d'enjeux majeurs, de sujets majeurs. Pardon, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière cette question en réalité? Oui. Il y a le fait qu'aujourd'hui, vous avez des forces politiques... La reconnaissance de l'État palestinien. Vous avez des... Est-ce que vous êtes contre? Vous êtes sur la position d'Emmanuel Macron, qui dit « ce n'est pas le moment ». Moi, j'aimerais bien comprendre la position du macronisme sur ce sujet. Moi, je crois que ce n'est pas le moment, en effet, parce que reconnaître un État palestinien aujourd'hui, ce serait paradoxalement donner raison au Hamas qui a déclenché cet attentat terroriste islamiste le 7 octobre et qui, ce faisant, a jeté en enfer, bien sûr, les civils israéliens auxquels il s'attaquait, mais aussi la population civile palestinienne qui est aujourd'hui otage de cette force terroriste. La vérité, c'est que le macronisme est un « en même temps » et que sur ces sujets-là, le « en même temps » est coupable. Parce que j'entends bien sûr Emmanuel Macron,
mais j'entends aussi M. Guetta, le numéro 2 de la liste d'Emmanuel Macron dans l'élection européenne, qui dit qu'il faudrait reconnaître maintenant un État palestinien. Est-ce qu'on peut comprendre le « en même temps » sur un sujet aussi grave ? Eh bien, moi, je dis que non. Et que quand le gouvernement français, qui dit, à travers Emmanuel Macron, que M. Netanyahou est un interlocuteur légitime, simultanément veut exclure Israël d'un salon d'industrie de défense en France dans quelques jours, pardon, mais il y a une ambiguïté là qui est extrêmement coupable. Emmanuel Macron dit hier, c'est quand même fascinant comme phrase, il dit, on vit une montée de l'antisémitisme, mais ça aurait pu être pire, parce qu'il dit littéralement ça. On voit dans d'autres pays, finalement, ça aurait pu être pire chez nous. Et surtout, il dit cette montée de parce que la communauté juive est la première d'Europe en France, et parce que en France, il y a beaucoup de musulmans. 300% d'augmentation des actes antisémites en France. Est-ce que vraiment on peut penser que ça devrait être considéré comme étant un pas si mauvais résultat? C'est évidemment une tragédie que vit aujourd'hui la communauté juive dans ce pays, et à travers elle, en réalité, c'est la République qui souffre. La vérité, c'est que quand Emmanuel Macron dit que cette montée de l'antisémitisme est inexplicable, moi je suis prêt à la lui expliquer quand il le veut. C'est qu'aujourd'hui progresse dans notre pays un islamisme virulent qui s'exprime à travers ces actes antisémites, et que nous avons le devoir de combattre de toutes nos forces. François-Xavier Bellamy, deux sujets, vous le disiez, essentiels. Les véhicules électriques, les véhicules neufs à moteur thermique ne seront plus vendus dans l'Union européenne, je dis bien véhicules neufs, dans 11 ans, 2035. Vous affirmez que le vote du Parlement européen, vote il y a 5 ans, signe la mort de l'industrie automobile. Vous ne dites pas tout à fait la même chose que Marine Le Pen, mais presque. Alors, que répondez-vous à Carlos Tavares, patron de Stellantis, à Luca Di Meo, patron de Renault, qui explique qu'il n'est pas question de revenir en arrière, que les politiques se sont emparés du sujet à contretemps, qu'ils sont prêts à proposer des véhicules électriques européens à moindre prix, et qu'un revirement ruinerait l'industrie automobile européenne. Que leur répondez-vous ? Écoutez, les mêmes dirigeants d'entreprise disaient le contraire au moment de ce vote. Oui, et nous avons voté contre. Il y a 5 ans. Nous avons voté contre l'interdiction du véhicule thermique. Maintenant, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que bien sûr, nous reviendrons sur cette décision, parce que nous devons respecter le principe de... Cela ruinera l'industrie automobile, disent-ils. Mais si ils ne connaissent pas le sujet. Si M. Tavares, demain, veut vendre des voitures électriques, il n'y a aucun problème. L'électrique fera partie, bien sûr, de l'offre nécessaire pour décarboner les transports. Mais on ne peut pas miser sur le tout électrique seulement. Parce que il peut y avoir évidemment des alternatives, et le but de l'industrie doit être de chercher une diversité de solutions technologiques. Il se trompe ? Moi, je crois de toute façon que... Ces grands patrons se trompent ? Oui, je pense en tous les cas que dire que revenir là-dessus, ce serait la destruction de l'industrie, c'est, me semble-t-il, aberrant. La vérité, c'est que l'industrie... Ce qu'ils disent est aberrant. Ils ne connaissent pas l'automobile. Je vais vous dire une chose très simple. Encore une fois, ils disaient eux-mêmes le contraire il y a encore quelques mois. Il y a 5 ans. Non, pas 5 ans, il y a quelques mois. François-Xavier Bellamy, depuis, ils ont fait des investissements. Mais c'est très bien. Ils disent ces investissements seront utiles. Surtout, ne changeons plus de chemin. On aura besoin, bien sûr, de l'électrique. Ces investissements seront utiles. Mais il faut une diversité d'options. Il y a la question de l'industrie. Il y a aussi la question sociale, Jean-Jacques Bourdin. Parce que moi, je me résigne pas à ce que demain, les Français soient condamnés à vivre à Cuba. C'est ça qu'on est en train de leur promettre. Un monde dans lequel, comme vous ne pourrez plus acheter de voitures neuves parce que ce sera trop cher pour vous, vous devrez garder indéfiniment des vieilles voitures d'occasion. Mais les véhicules électriques seront peu chers aussi. Mais alors ça, on peut rêver le monde parfait. Non, la vérité, c'est que le véhicule électrique restera plus cher, que la réparation des véhicules électriques continuera d'être plus chère. Et je le redis, l'électrique fera certainement partie des options pour décarboner la mobilité, mais c'est pas nécessairement la seule option. J'ai été il y a quelques jours visiter un dépôt de bus qui fonctionne au biométhane. Pendant des années, l'Union européenne a, tenez-vous bien, financé ces bus au biométhane. Ils sont fabriqués en France. Ils permettent de faire vivre nos agriculteurs, parce que le méthane est produit par la méthanisation que font les paysans français. Et aujourd'hui, au nom du 100% électrique, l'Europe qui a financé ces bus va les interdire. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Pour faire venir sur notre marché des bus fabriqués en Chine avec des énormes batteries qui sont en réalité le résultat d'une extraction de matériaux qui est un désastre environnemental. La vérité de cette affaire, c'est qu'il faut respecter la neutralité technologique. Et moi, je dis à M. Tavares et M. Di Meo que chacun joue son rôle. Le rôle du politique, c'est de fixer un cap, donc celui de la décarbonation. Non, fixer un cap. Et le rôle de l'industrie, c'est de choisir les solutions technologiques. Surtout, ne changez pas de cap. Mais nous, on fixe un cap de la décarbonation. Bien sûr, on en aura besoin. Ces bus au biométhane, ils ont permis de décarboner à 90% les émissions. Ensuite,
l'industrie cherche les solutions. Et moi, je pense à tous les Français qui nous écoutent aujourd'hui et qui n'ont pas envie d'être condamnés à vivre dans une Europe qui sera devenue dépendante de la voiture chinoise, fabriquée avec le mix électrique le plus carboné du monde et qui va demain envahir nos marchés et détruire nos emplois et rendre la mobilité intenable pour beaucoup de Français qui en ont pourtant besoin pour aller travailler tous les jours. Bien, François-Xavier Bellamy, les médicaments, on manque de ventoline en France, les médicaments. Est-ce qu'il faut développer une industrie européenne du médicament ? Bien sûr. Et d'ailleurs, on s'y est attaché, c'est nous. Il faut investir. Il faut investir, il faut avoir une vraie stratégie européenne sur le médicament. Il faut emprunter. Il faut que l'Europe emprunte pour développer l'industrie du médicament. Ah, c'est curieux, vous êtes macroniste, j'ai l'impression d'avoir le président de la République en face de moi. Non, je ne suis pas... Mais arrêtez. Non, j'essaie de voir vos contradictions. Ce qui n'est pas pareil. Vous savez, je ne suis rien du tout. J'essaie de voir les contradictions de ceux qui sont face à moi. Et vous avez une contradiction. Parce que vous dites, l'Europe ne doit pas emprunter. L'Europe, c'est ce que vous avez dit. Bien sûr. Bon. Et comment faites-vous pour investir dans l'industrie européenne du médicament si on n'emprunte pas ? Vous êtes convaincu que le seul argent disponible pour investir dans l'économie, c'est forcément de la dette publique et donc pas des emprunts et des impôts. Mais les investissements. Je suis convaincu que pour développer le médicament en Europe, il faut des investissements. Bien sûr. Et pour faire des investissements, il faut de l'argent. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, il y a un système économique absolument extraordinaire qui s'appelle l'économie de marché, qui s'appelle l'économie libre, une économie dans laquelle on n'attend pas de l'État qu'il fasse tout. Parce qu'en fait, le logiciel d'Emmanuel Macron, c'est le logiciel de la gauche, c'est en fait la vieille idée de la planification du qui libre voudrait marché. qu'à la fin, il n'y a que l'État qui puisse investir, il n'y a que la dépense publique qui puisse résoudre les problèmes et qu'il faudrait qu'on mette partout de la dépense publique pour que tout aille bien à la fin. Emmanuel Macron le dit lui-même d'ailleurs, quand il regarde le dérapage absolu de notre endettement aujourd'hui, il dit « Nous n'avons pas un problème de dépenses publiques excessives, c'est juste que l'État n'a pas assez de recettes. » Et moi, je veux dire à ceux qui nous écoutent qu'avec ce logiciel-là, qui est aussi celui de la gauche, qui est aussi celui du RN, qui en réalité est socialiste sur les questions économiques, avec cette idée-là, demain, nous allons évidemment voir augmenter les impôts, que demain, Emmanuel Macron va évidemment désindexer les retraites. Et que si on veut éviter ça, il faut voter pour la seule formation politique qui défende la liberté économique. On n'a pas besoin que l'État dépense toujours plus d'argent pour que ça aille bien. S'il suffisait que l'État dépense sans dette, emprunte et crée des impôts plus lourds, et pour que tout aille bien, on aurait aujourd'hui des services publics qui fonctionnent remarquablement. C'est exactement le contraire. On n'a jamais dépensé autant d'argent public. On n'a jamais prélevé autant d'impôts dans ce pays. On n'a jamais aujourd'hui autant endetté les générations futures. Et tous les services publics essentiels sont en train de s'effondrer. Pour développer demain l'industrie du médicament, il y a une chose extraordinaire qui s'appelle les entreprises, qui s'appelle une industrie qui veut investir pour l'avenir et qui demande seulement qu'on la libère des charges, des contraintes, des complexités qu'on ne cesse de lui imposer. J'étais il y a quelques jours, Jean-Jacques Bourdin, à l'Institut Gustave Roussy, qui fait de la recherche dans le médicament. Et ce que nous disaient les chercheurs, ils ne nous demandaient pas qu'on leur donne beaucoup d'argent public, ils nous disaient juste « laissez-nous faire, laissez-nous bosser ». Parce qu'aujourd'hui, nous disaient les jeunes chercheurs que nous rencontrions, qui sont les meilleurs du monde, je passe plus de temps à remplir des formulaires, me disaient ces chercheurs, qu'à chercher des médicaments. Eh bien, c'est ça le drame de la France aujourd'hui. C'est pas qu'on met pas assez d'argent public dans la recherche, mais c'est qu'on a aujourd'hui des chercheurs qui sont contraints par tellement de charges, de contraintes, de complexité, tellement de fiscalité, qu'aujourd'hui on s'en sort plus. Il y a 10 jours, je recevais Nicole Belloubet. Elle était favorable à l'abaissement de la majorité civile et pénale à 16 ans. Vous aussi ? Oui, d'ailleurs, nous le proposons depuis longtemps. Il faut évidemment sortir de l'excuse de minorité qui est devenue le prétexte à l'impunité. Majorité civile et pénale. Pardon, majorité pénale. Pas civile. Alors, comment faites-vous pour abaisser la majorité pénale sans abaisser la majorité civile ? Ce qui compte, à la fin, je vous pose la question. Tous les Français comprennent très bien ça. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, on apprenne que quand on a transgressé la loi, on doit être sanctionné pour ça. Et ça, c'est d'ailleurs pas seulement la question de l'excuse de minorité, c'est la question de la reconstruction de la chaîne pénale dans son ensemble. Parce que le vrai grand problème aujourd'hui, c'est que quel que soit l'effort que font les forces de police et de gendarmerie, à la fin, la réponse pénale n'est pas au rendez-vous. Pour aller en prison en France, il faut déjà avoir récidivé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et s'être installé dans une culture de la violence qui fait que quand on va en prison, on a du mal à se sortir de cette culture de la violence. Mais pas majorité civile. En tous les cas, il faut faire en sorte que vous appreniez tôt dans la vie qu'on ne peut pas transgresser la loi sans en tirer une sanction. Merci François-Xavier Bellamy. Merci à vous d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Je reçois Marine Tondelier dans quelques minutes.